Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Depuis quelques années, même je dirais depuis 14 ans, le Club Lion de Macamic organise en collaboration avec le Club de la Fraternité une collecte de denrées non périssables pour les plus démunis du secteur Macamic. Alors, pour nous en parler, je reçois un des responsables de cette collecte, le Lion macamicois, Gaétan Thibodeau. Monsieur Thibodeau, bonsoir. Oui, bonsoir, Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Monsieur Thibodeau, parce que je calcule que c'est très important aussi, parce que ça fait plusieurs années que le Club Lion s'implique dans cette collecte-là pour essayer de rendre un Noël ou des fêtes un petit peu plus heureux chez certaines familles du secteur macamicois, familles qui sont plus démunies, on le voit à chaque année. Alors, c'est important pour le Club Lion. Oui, effectivement, comme tu viens de le mentionner, cette année, ça va être notre 14e édition. Donc, ça fait plusieurs années. Puis, d'année en année, on se rend compte que, premièrement, il y a beaucoup de collaboration de la part du public, de la part de la population de Macamic et de Sainte-Claire-de-Colombourg en passant. Oui, aussi parce que c'est important de le dire, ça. Il y a une très bonne collaboration et puis on sait que ça vient en aide à beaucoup de familles qui sont dans le besoin, donc c'est vraiment important pour nous autres. Puis ça aide aussi certaines familles. Si on peut mettre un petit peu de baume sur une plaie, oui. C'est tant mieux. C'est peut-être important aussi de mentionner que, oui, il y a des paniers de Noël, mais c'est quelque chose qui se fait à l'année. Le Club de la Fraternité, il arrive des besoins spécifiques en cours d'année. Ils sont là, ils ont quand même une banque de denrées, ainsi que les argents recueillis, ils en gardent un peu. Et puis, en cours d'année, s'il survient un besoin vraiment majeur, ils sont là pour aider ces familles-là. Donc, ça aide durant toute l'année. Oui, c'est ça. Puis c'est parce qu'on met un petit peu l'emphase sur le Club Lion, mais il ne faut pas oublier non plus le Club de la Fraternité qui travaille en collaboration avec vous autres dans ça. Puis c'est important de le dire parce que ce club-là travaille très souvent dans l'ombre. Mais Dieu sait comment ce club-là est important. Ah, effectivement, parce que oui, nous autres, c'est un coup à donner, si on veut, une grosse journée à la préparation naturellement. Oui. Mais le Club de la Fraternité s'occupe de préparer les paniers de Noël qui s'étalent sur plusieurs journées souvent et durant toute l'année aussi, là, comme je mentionnais. Donc, il y a un travail énorme qui se fait là, c'est tout à leur mérite. On parle de sacs spéciaux. Cette année, il va y avoir une particularité. Okay. Cette année, habituellement, lorsqu'on distribuait les pamphlets par la poste, on incluait un sac de plastique. Cette année, il n'y aura pas de sac de plastique. Ah, OK. On fait un peu notre part pour l'environnement. Oui, et très d'accord avec ça. Oui. Puis donc, par contre, les gens ont toujours des sacs soit à la maison. Ça peut être des sacs de papier, des boîtes. Donc, il s'agit de récupérer là, des vieux sacs, d'en profiter pour recycler, si on veut. Donc, cette année, on n'inclura pas de sacs, mais on invite les gens même si c'est blanc, vous travaillez au vert. Ce sont des denrées non périssables. Naturellement, oui. C'est des denrées non périssables, canage, différentes boîtes céréales sont acceptées naturellement, pâtes alimentaires, ces choses-là. Des choses qui se conservent là, longtemps. Là. Est-ce que les gens peuvent faire des dons en argent? Oui, les dons en argent sont les bienvenus. Puis même, ça sert aux denrées périssables. C'est l'expression, mais c'est un peu ça. Exactement, parce que vous savez que pour bâtir un bon panier de Noël, nécessairement, il y a de la viande. Une dinde, généralement. Et puis, c'est sûr que c'est des choses qui sont achetées, ça, uniquement ou qui sont récupérées à l'épicerie la journée ou la veille de la journée que la distribution se fait. Donc, ça prend des sous là, pour compléter un panier de Noël là, qui va être vraiment complet. On parle aussi de jouets pour enfants que vous pouvez ramasser. On parle de lunettes, de cartouches d'imprimantes aussi. Oui. OK. Les jouets pour enfants, bien, naturellement, lorsque les paniers de Noël se font et puis qu'il y a des familles, sachant qu'il y a des familles qui ont des enfants,
eh bien, ils peuvent distribuer des jouets par la même occasion. Naturellement, c'est des jouets, il faut qu'ils soient quand même d'un état, d'un assez bon état. On ne fait pas de réparation, on n'a pas d'atelier de réparation. Ça, c'est des jouets qui sont bienvenus. C'est pas en profiter pour mettre un vieux jouet, là. Non, c'est pas exagéré. Mais souvent, les enfants vieillissent puis ils n'utilisent plus des jouets qui sont encore très bons, donc c'est bienvenu. Et puis, c'est ça, on voulait parler aussi des lunettes. Des lunettes, c'est ça, des lunettes et cartouches d'encre. Les cartouches d'encre, idéalement, on accepte seulement les petites cartouches. Okay. Les grosses cartouches, les gros tambours, c'est plus difficile là, à recycler. Mais les petites cartouches, il y a preneur, donc c'est très facile à recycler. Ouais. Puis pour ceux qui, des fois, disent « Ah ben moi, là, je veux pas être dérangé », puis tout ça, il y a une manière de fonctionner à ce moment-là avec les sacs. Exactement. Il s'agit de laisser les sacs là, accrochés sur la poignée de la porte ou sceller les boîtes là, devant la porte d'entrée. Et puis, nous allons passer, là, la date, c'est le 5 décembre. Le 5 décembre. Donc, c'est le premier dimanche de décembre. C'est ça. Et à quelle heure? On va débuter là, de la récupération vers 12h30. Donc, ça va s'étaler jusqu'à 15h30 environ, 16h maximum. Oui. Les gens sont identifiés au Club Lion? Exactement, oui. On a des autocollants qu'on met sur les portes des véhicules. Et puis, naturellement, c'est peut-être pas tous les véhicules, mais il y a toujours des membres Lion dans chaque véhicule là, pour s'assurer que tout soit conforme. Puis, advenant le cas où il y aurait des personnes le 5 décembre qui ne sont pas chez eux, ils peuvent communiquer avec un membre Lion. Exactement. Si vous connaissez un membre Lion, gênez-vous pas. Vous pouvez vous organiser avec lui, il va récupérer les denrées. Si vous n'en connaissez pas, ça me fera plaisir là, de récupérer, me téléphoner à la maison ou passer me voir à la maison, soit moi ou Charles Delisle. Ça va nous faire plaisir là, de s'en occuper. Alors, c'est pour le secteur Macamicois et puis le secteur Colombourg également. Donc, c'est le 5 décembre. C'est la guignolée du Club Lion de Macamic. C'est de 12h30 à environ 15h30. Monsieur Thibodeau, merci infiniment et bon succès et bravo pour ce geste-là. Bien, merci à toi. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Il nous rend visite annuellement et ça nous fait toujours grand plaisir de le recevoir. Alors, mesdames et messieurs, du ministère de la Faune, le biologiste Grande Faune, M. Marcel Paré. M. Paré, bonsoir. Bonsoir. Ça nous fait toujours plaisir, M. Paré, de vous recevoir. Une chose est certaine, c'est que lorsque l'on vous reçoit, c'est parce que la chasse est terminée. Habituellement, la chasse est terminée quand on parle de la chasse à l'orignal. Oui. Surtout parce que au moment où l'on se parle, la chasse au chevreuil est encore ouverte, je pense. Tout à fait. C'est ça. Oui. Alors, la chasse au chevreuil. On va en parler un petit peu aussi tantôt vers la fin de l'émission. Monsieur Paré, l'automne 2010, la chasse à l'orignal est chose du passé. Les statistiques commencent à pointer. Vous m'en avez envoyé ici. Est-ce qu'on peut dire que ça a été une bonne chasse? Bonne chasse, tout à fait, oui. On vivait un changement aussi parce qu'on repoussait l'ouverture des saisons de chasse d'une semaine. Oui, ça, c'est pourquoi? 2004. C'est parce qu'on voyait depuis 2006 une baisse là, annuelle du nombre d'orignaux récoltés. Okay. Donc, ça nous inquiétait sur la tendance qui s'installait. Et puis, on a consulté les représentants de chasseurs, tout ça. J'ai rencontré des associations de chasseurs, etc., pour faire le portrait de ce qu'on observait. Puis les gens étaient assez unanimes, disons, majoritairement en faveur de repousser l'ouverture des saisons, parce qu'on maintenait une pression de chasse très élevée dans les toutes premières journées du mois d'octobre. Donc, c'est la principale période de rut chez l'orignal. Exactement. Et puis, à ce moment-là, on prélevait là, 800 ou 900 mâles dans l'espace de 4-5 jours. Ah oui. Et ces individus-là, ils ne peuvent pas vraiment participer à la reproduction. OK. Donc, on misait là, à l'allure. En repoussant d'une semaine, ouais. À ce moment-là, le temps, est-ce qu'on peut dire, le principal temps du rut était passé? C'est ça. Oui. Donc, ça donne beaucoup plus de chance à un plus grand nombre de femelles d'être accouplées au bon moment. OK. Quand elles ne sont pas accouplées là, elles vont retomber en chaleur plus tard, une vingtaine de jours, 24-25 jours.
Donc, oui, elles peuvent être accouplées plus tard, mais ça a des impacts sur la survie des jeunes. Okay. À la limite, si le jeune vient au monde au mois d'août, il n'est pas tellement gros là, pour l'hiver. Eh mon Dieu, non! Donc, non. Mais est-ce que ça arrive, juste une question de même, là. Habituellement, la femelle met bas au mai. Fin mai, début juin. Fin mai, début juin. OK. Oui. Alors, c'est donc dire que lorsque la chasse à l'orignal arrive au mois de septembre ou octobre, fin septembre, octobre, l'orignal est jeune, là, à ce moment-là. Il est jeune, mais il y a quand même, si il est né vraiment à cette période-là, il va quand même peser 300 à 350 livres. Okay. C'est pas un manchot. Là. Non. Ouais. Mais lorsque il vient au monde, vous me dites au mois de... Fin mai, début juin, la plupart. Ça peut arriver quelques-uns avant, mais en majorité... Et l'autre, après ça, peut venir au monde au mois de... Il peut en avoir, mettons, à la fin juin, en juillet... C'est eux autres là, qui... Oui, ils sont beaucoup plus petits. T'sais, ils n'ont pas autant de temps, là, vraiment, parce que la période de croissance, oui, les premières semaines, il y a le lait de la mère, mais il doit aussi, assez vite, commencer à utiliser la végétation. Puis, lorsqu'on arrive à la fin de l'été, hein, on sait, que ce soit les agriculteurs ou tout ça, bien, la végétation est beaucoup moins nourrissante et intéressante. Donc, à ce moment-là, la croissance est moindre. Puis, on voit parfois là, des jeunes veaux, là, en tout cas, arriver à la récolte. Ils sont vraiment tout petits, là. Des fois, ils pèsent 100 livres. Ah, mon Dieu! 100 ou 150 C'est un chevreuil. Pratiquement. Pratiquement un chevreuil. C'est un des impacts, mettons, négatifs de ça. Quand il y a une forte pression de chasse en pleine période de rut, bien, il y a un plus grand nombre de femelles qui ne seront pas accouplées, disons, au bon moment. Okay. Puis ça amène ces dérèglements-là, je dirais. Quand on parle, M. Paré, de biologiste grande faune, comme c'est votre titre, grande faune, on parle de orignal, ours, etc. Ouais. Quand on parle de ça, c'est sûr que votre rôle est de protéger le plus possible le gibier, en ce sens que vous voulez éviter une extermination, c'est sûr. Vous voulez absolument que la faune se porte bien. Alors, c'est votre rôle premier. Alors, quand vous voyez quelque chose, moi je parle de vous, mais c'est que les personnes comme vous voyez des choses se passer, puis que vous faites une recommandation, comme vous avez sûrement fait pour dire on va repousser de la chasse à l'orignal de 1 semaine. Ouais. Est-ce que, il faut croire que vous êtes bien entendu parce que ça a été productif et ça a été fait en plus de ça. Ouais. Vous avez une bonne collaboration du ministère. Est-ce que vous avez une bonne collaboration des chasseurs également? Énormément. Des associations de chasse et pêche? Oui, tout à fait. Je dirais à l'intérieur, du moins, dans la Fédération des chasseurs et pêcheurs de l'Abitibi-Témiscamingue. Je pense qu'il y a une très, très bonne collaboration. Puis les associations de chasse et pêche locales, disons que ce soit à La Sarre, à Moss, Rouen ou à Darcy, ils veulent des fois avoir plus de détails, tout ça, bien, je vais les rencontrer, on fait une présentation le soir, puis on a le temps d'approfondir plus certains sujets. Puis à un niveau un peu plus élevé, ce qu'on appelle la table faune régionale, où là, il y a les représentants de cet organisme-là, des chasseurs et pêcheurs. Il y a des représentants, disons, de l'association touristique, des pourvoiries, des EC, des trappeurs, etc. Donc, les organismes vraiment là, tout le monde est là. Impliqués dans la faune. Oui. Et puis là, il y a des échanges, et puis tout ça, puis on fait le bilan de ces choses-là. Et je pense que ça, c'est un groupe très dynamique où les gens y vont de façon bénévole, puis ils consacrent beaucoup d'efforts puis de sérieux, je pense, à l'opération. Comme là, en 2010, la chasse à l'orignal a été repoussée de 1 semaine. Là, vous allez voir probablement au cours de l'hiver, possiblement une espèce de recensement, à savoir est-ce qu'on a pris une bonne décision ou non, ou vous allez y aller avec les statistiques données. Avec les statistiques de chasse. Les inventaires aériens, on ne peut pas les faire, disons, ça serait, je dirais, un peu très coûteux. C'est très coûteux de le faire à chaque année, puis c'est pas nécessaire. C'est pas l'outil permet de venir mesurer à peu près aux 7-8 ans où en est rendue la population. Mais à chaque année, on a les données de chasse, évidemment, le nombre de mâles, de femelles, de jeunes prélevés, l'âge moyen des mâles, des femelles,
la proportion des femelles qui avaient du lait. Donc, il y a certains paramètres comme ça qui sont obtenus là, à chaque année, qui nous permettent justement, parce que le dernier inventaire qu'on a fait en région, c'était en 2005. OK. Puis là, on voyait, la situation était, je pense, bien, là, une densité de l'ordre de 3,1 orignal par 10 km². Donc, on avait connu donc une augmentation depuis le premier plan de gestion en 1994, une augmentation graduelle et je dirais solide. Là, tu sais. Mais quand on a devancé, à la suite justement de consultations et de la mise en place du plan de gestion en question, j'avais mis en garde à ce moment-là, j'ai dit, il y a un risque important de devancer parce que tant qu'on va avoir, disons, un grand nombre de chasseurs, ça maintient un fort prélèvement en pleine période de rut. Puis on avait mentionné, écrit dans le plan de gestion, on dit, si jamais ça va pas bien, on va revenir vous voir pour voir si on modifie quelque chose. Puis c'est effectivement ce qui s'est produit. C'est donc dire, M. Paré, qu'après ma barre, lorsque l'on regarde les statistiques de la zone 13, qui est la plus importante, ça veut dire c'est une grande zone, c'est très grande zone. C'est toute la région, sauf le nord en haut. Oui. Puis, est-ce que, quand on regarde ça ici, est-ce que vous pouvez dire, pour l'instant, mission accomplie? On a bien fait de repousser de 1 semaine. Oui, même si, disons qu'en théorie, avoir la tendance et le fait qu'on repoussait, donc on diminue généralement le succès de chasse quand on est plus éloigné de la période de rut. Comme on dit, les animaux, les mâles sont moins... sont moins fringants, sont moins... Oui, exactement, oui. Répondent moins sur le call, comme on dit, oui, exactement, oui, c'est sûr. Oui. Donc, je m'attendais à une récolte plus faible que ça. Puis là, un peu par étonnement, elle a augmenté pour revenir après à ce qu'elle était en 2006. Et ça, ben, je pense que ça n'enlève pas le bienfait d'avoir repoussé. Je pense que l'élément important qui joue là-dedans, c'est que les 2 années passées, il s'est produit beaucoup plus de femmes mâles que de femmes femelles. Puis beaucoup plus, là, c'est pas quelques dizaines. Là. En fait, c'était 48 et 46 % plus de femmes mâles que de femmes femelles. C'est beaucoup? C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Et ça, c'était lié, en fait, c'est une réaction liée justement à une forte pression de chasse en période de rut, quand le rapport des sexes des adultes est un peu trop débalancé. Autrement dit, il y avait généralement 1 année sur 2 un plus grand nombre de femelles disponibles par rapport au nombre de mâles. Par exemple, l'année où on en prélève, comme cette année, on n'en a pas prélevé. Donc, c'est au moins 1500 femelles qui n'ont pas été abattues. En protégeant. Donc, ça veut dire qu'à l'automne prochain, le nombre de mâles, lui, en principe, il n'aura pas tellement augmenté, mais le nombre de femelles est plus élevé. C'est ça. Donc, à ce moment-là, la reproduction est côté comportement, puis côté numérique, là, c'est différent. Puis on voit généralement l'année suivante beaucoup plus de femmes mâles produits que de femmes femelles. On dit, c'est bon en fait parce que ça vient comme compenser le fort prélèvement qui se fait sur les mâles, mais ça reflète aussi une situation peut-être pas souhaitable là, à long terme, de maintenir... Est-ce que ça veut dire, M. Paré, que pour la chasse à l'orignal en 2011, ce sera la même chose, ce sera repoussé encore ça va être vers les mêmes dates que cette année. Allez-vous revenir 1 semaine avant, plus tard, ou bien non, si pour de suite, là, c'est ça, puis on ne déroge pas? Bon, pour 2011, ça c'est sûr, c'est comme on dit, c'est cané, c'est dans la réglementation. C'est beau. Ouverture le 8 octobre, donc le samedi de la grande fin de semaine, la grande grâce. Ouverture zone 13. C'est ça. OK. Ouais. Puis, par la suite, là, on va devoir appliquer un nouveau plan de gestion, 2012 à 2020 à peu près. OK. Et ça, on va compléter un bilan, nous, dans les prochains mois, et on va convenir avec les partenaires du genre de consultation qu'il y aurait. Il avait été soulevé par la Fédération des chasseurs en cours d'année qu'on revienne à une consultation publique auprès, par exemple, des associations. Tu sais, comme on avait fait ici dans les années 94, 97,
à Lassar, à Amos, etc., qu'on rencontre des Vous allez chercher le pouls de chaque association. Puis ça permet d'échanger pour faire le bilan ou tout ça. Parce que le but n'est pas de dire aux chasseurs, on va vous faire moins tuer. Le but, c'est la préservation du gibier. D'une part, mais il y a des choix aussi. Est-ce que les gens veulent, disons, que ça se remette à augmenter la quantité d'orignaux, ou si la situation actuelle leur convient? Donc, mais pour répondre aussi à votre question, votre supposition de tantôt, je pense que dans le contexte actuel ou pour le prochain plan de gestion, je pense que ça serait difficile de revenir à devancer l'ouverture. Je pense qu'on a vu l'impact que ça avait. Et si on veut, ou à la limite, si on devance, il va falloir appliquer d'autres modalités, peut-être moins intéressantes là, pour les gens. Donc, il y a ce contexte-là. Mais ça va être échangé, ça va être élaboré, discuté avec les représentants et faire en sorte que, disons, à la fin de 2011, on va savoir qu'est-ce qui va arriver pour 2012. Ça ne sera pas parachuté à la dernière minute. Mais je suis content, par exemple, de savoir, d'ailleurs, on en avait parlé déjà, puis je suis content de savoir que c'est une belle coopération entre le ministère, entre le gouvernement et entre les associations de chasse et pêche qui représentent les chasseurs. Alors, c'est donc dire, les associations, les chasseurs ont compris que c'est pour le bien de la faune, c'est pour le bien de ne pas voir détruire des orignaux à tour de bras, comme on dit. Alors, c'est le plan de gestion, le plan de protection de la faune. Puis je suis content de savoir que tout le monde, on tire dans le même objectif, autrement dit. J'ajouterais aussi, disons, depuis... comme au renouvellement du plan de gestion du cerf, les 2 dernières années, la Fédération québécoise des chasseurs ont réalisé comme un sondage aussi au niveau de l'Internet. Ils ont commencé à la fin de l'été passé de sonder les chasseurs sur le prochain plan de gestion de l'orignal. Donc, ce sont des outils qui sont en place. Maintenant, comme je dis, on va préciser des choses dans les prochains mois pour voir où on va aller davantage dans cette voie-là. Fait qu'on va passer, M. Paris, si vous me permettez, juste très brièvement quand même, on n'ira pas en profondeur, mais juste donner la récolte de 2010. Quand on parle de récolte mâle, 1620, c'était dans les objectifs ou à peu près? Comme je mentionnais un peu à ma surprise, disons, c'est mieux que ce qu'on s'attendait, parce que les dernières années, on en prélevait 1300. C'est ça, 1300 et 1200. Donc, c'est ça. Ouais, gros. Oui, c'est ça, en gros. Donc, et ça, c'est un indicateur très, disons, solide sur l'état de la population. Le nombre de mâles prélevés, parce que ça, on en prélève à chaque année. Oui. Puis s'il n'y a pas assez de renouveau, bien, et ça, on voyait ça vraiment baisser, comme je disais, depuis 2006. Puis là, pour la raison que je vous mentionnais tantôt, ça a changé de tendance. Donc, exactement. Tant mieux. Je veux dire, ça veut dire qu'on n'ira pas aussi bas qu'on prévoyait dans la population, exactement. dans le niveau de population. Je pense qu'on a réagi au bon moment. Au bon moment, exactement. Récolte femelle, mais là, 32. Une récolte femelle, c'est sûr. C'est principalement ça à l'arc et à l'arbalète. Oui, c'est ça, exactement, parce qu'on n'avait pas le droit cette année. C'est ça. C'est pour ça que l'an passé... Mais regardez, on le voit très bien pareil oui. ici. En 2004, 24, 2006, 29, 2008, 36, puis cette année, 32. Ouais. Ça fait que c'est quand même... on suit une belle tangente là, à ce moment-là. On est stable, autrement dit. Des fermes, bien 403, ça se maintient. C'est toujours... Même en fait, c'est intéressant aussi parce que c'est mieux que les dernières années. Okay. L'an passé, c'était 300. Oui, c'était 300, 379, 357, 450, 458. Voilà. C'est gros. C'est gros. Oui. Mais ça, c'est le reflet aussi d'une bonne reproduction. Okay. Quand la récolte, normalement, est intéressante comme ça. Puis ça, c'est un autre élément qui est inquiétant. On voyait la récolte de faim qui diminuait. Et ça, c'est ça. Mais là, heureusement, encore là, ça semble avoir pris là, une autre... Et puis, on arrive ici là, à la fin avec arbalète, et puis 100, une centaine. Ouais. Fait que même ça, c'est le plus fort total depuis 2001, en tout cas. À vie. À vie, oui. Pour la zone, oui. C'est relativement peu par rapport aux 2000, mais c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant, une centaine. Donc,
Pour l'instant, le plan de gestion mis sur table, il va bien, c'est dans vos, je veux dire, dans les visées du ministère. Tout à fait. OK. Monsieur Paré, moi, il y a une chose que je veux vous parler absolument, parce que c'est un fait rare. Un orignal à perruque, en anglais, on appelle ça Puro K-Antler, je ne sais pas si je le prononce bien. Les Amérindiens associaient aux démons. Il y a les bois soudés ensemble. Ce serait causé par une tumeur au cerveau du pauvre animal. Cette tumeur affecterait le taux de testostérone de l'orignal, donc il lui enlèverait tout appétit sexuel. C'est pour ça qu'il pensait qu'à manger, fait qu'il devient un colosse. C'est le deuxième cas au Québec en 5 ans. C'était tué par M. Denis Paradis le 15 octobre à 8h15 du matin. Et il a tué ça près de Arnfield. C'est quoi ça exactement? C'est la première fois de ma vie que j'entends parler de ça. Oui, bien, je voyais même les dossiers. En fait, c'est rare, mais c'est pas exceptionnel. OK. Je regardais des dossiers, ce qu'on avait, en fait, depuis que le ministère est en région, à peu près aux 4-5 ans, là, je dirais, il y en arrive un cas comme ça. OK. En région. Mais c'est pas, je dirais juste, c'est ça, la raison comme telle, c'est une faible production d'hormones sexuelles, la testostérone. Oui. Et c'est ça qui va provoquer une croissance, disons, différente des bois. Les bois, chez les cervidés... Ils sont collés ensemble, c'est ça? Ben, non, c'est vraiment... Non, c'est le bois, au lieu d'être... C'est ça, c'est de l'os, normalement. C'est une excroissance du crâne. Et dans ce cas-là, ça reste difforme. Puis c'est plus comme, je dirais, pas spongieux, là, mais la texture n'est pas aussi... La texture n'est pas aussi c'est pas rigide. ben du bois, là. C'est pas ça, là. Ça fait un peu comme du velours. Les velours vont comme rester dessus tout le temps. Puis ça fait un peu comme des... je dirais des gros champignons. Mais c'est à cause d'un manque de testostérone. Puis qui n'est pas nécessairement une tumeur. Ça peut être ça. Ça peut être aussi par accident ou tout ça. Disons que si l'animal aurait été blessé, disons, au testicule, puis il est comme castré, bien, nécessairement, c'est là que la testostérone est produite. Donc, il va y avoir beaucoup moins d'hormones dans l'animal. Puis comme il n'y a plus d'énergie de consacrer, disons, à la croissance des bois, bien oui, il y a tendance aussi à mettre plus d'énergie, disons, dans l'engraissement ou dans la grosseur, disons, de l'animal. On dit que la viande est comestible. Très propre à la consommation. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Est-ce que vous, c'est la première fois que vous... Ah non. Comme je disais, on nous en a rapporté, là, je dirais, à peu près ça, peut-être un aux 5-6 ans, je dirais. Okay. En terminant, il reste à peine 1 minute, M. Paré. L'ours noir, une bonne récolte? Très bonne récolte. Au-delà de 930 ours qui ont été récoltés, principalement par la chasse, une 60aine par le piégeage. Et ce qui a peut-être un peu différent, c'est qu'il y a un peu plus de chasseurs résidents qui ont récolté l'ours noir. Normalement, les 2/3 étaient prélevés par des chasseurs américains qui chassent à l'aide des pourvoyeurs. Là. Et là, il y a eu un peu moins de non-résidents. Mais donc, oui, récolte intéressante, puis ça va se poursuivre. Alors, M. Paré, merci infiniment. C'était votre visite annuelle. Ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir parce que vous avez c'est très pertinent comme réponse, puis vous êtes une personne vraiment documentée. Moi, j'aime ça, faire des émissions de même parce qu'on a l'heure juste avec vous, M. Paré, et je vous remercie infiniment. Bien, merci aussi parce que vous nous donnez vraiment une belle voix là, en région pour parler d'un sujet que je pense qui intéresse beaucoup de personnes. Qui passionne beaucoup de personnes. Ouais. Ce sera toujours un plaisir de vous recevoir, M. Paré. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.